Bonsoir et bonjour à toutes et à tous et à tous. C'est mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette table ronde au sujet de la protection des personnes LGBTIQ dans les espaces francophones. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici pour cette table ronde avec des intervenants du Bénin, du Québec et de Belgique, et puis moi-même qui suis de Suisse, de l'Université de Genève. Donc, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Neza Zimmerman. Je suis co-responsable de la LE Clinique sur les droits des personnes vulnérables de l'Université de Genève, qui travaille entre autres sur les droits des personnes LGBTIQ et qui produit notamment des guides de ce style-là qui visent à informer les personnes de leurs droits. Donc, vraiment dans l'idée que l'information aux droits, c'est le premier pas de l'accès aux droits et qui est le premier pas de la mise en œuvre effective des droits. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Donc voilà, cette table ronde, elle est intitulée « La protection des personnes LGBTIQ » et puis je pense que c'est l'occasion peut-être de dire un ou deux mots sur qu'est-ce que c'est cette protection. Je pense que pour moi, c'est important de dire qu'en fait, on protège surtout les droits des personnes LGBTIQ. Pourquoi? Parce que protection, ça peut avoir un aspect un tout petit peu paternaliste, mais quand on parle des droits, on change tout de suite un petit peu la donne et puis on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose qu'on souhaite revendiquer, puis sur lequel on souhaite s'appuyer. Et puis il y a un aspect d'autonomisation aussi quand on parle de droits, sur lequel on pourra probablement revenir par la suite avec nos intervenants de ce soir. Donc quand on parle de droits, on parle de quoi? On parle des droits humains, pour dire qu'en fait, les droits des personnes LGBTIQ, c'est des droits humains. Et puis là, on parle d'une panoplie de droits comme le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et psychique, le droit à la vie privée, par exemple en termes d'autodétermination, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, le droit à la non-discrimination, vraiment une panoplie de droits. Et l'idée, c'est vraiment cette idée de queering human rights, donc c'est de dire qu'en fait, ces droits devraient pouvoir être effectifs aussi pour les personnes LGBTIQ. Quand on parle des droits humains, on a souvent un peu cette triade de respecter les droits, ensuite protéger les droits et puis ensuite mettre en œuvre les droits. Donc l'idée du respect des droits, c'est que l'État ne doit pas soumettre des personnes, par exemple, à un traitement inhumain et dégradant lui-même. L'idée de la protection, c'est que l'État doit protéger les personnes contre ce genre d'actes qui proviendraient de tiers. Donc, par exemple, on parle souvent de ce genre de protection dans le cadre de Pride ou de manifestations, de savoir qu'en fait, les personnes qui manifestent doivent être protégées par l'État contre d'autres personnes, mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Et puis, l'idée de la mise en œuvre, finalement, c'est vraiment de créer un cadre juridique, administratif et législatif qui permet la pleine jouissance et l'effectivité de ces droits. Donc l'État a, on le voit tout de suite là, un rôle ambigu. D'un côté, c'est le potentiel violeur des droits humains des personnes LGBTIQ. De l'autre côté, il a aussi un rôle de garant des droits humains des personnes LGBTIQ. Donc un rôle un peu ambigu. Et ce qui fait dans beaucoup de pays, c'est la société civile qui prend le relais quand l'État n'offre pas cette protection. Donc justement, la société civile et puis les organisations de société civile jouent un rôle extrêmement important dans la protection, la réalisation et la mise en œuvre des droits des personnes LGBTIQ. Et c'est pour ça que je suis vraiment extrêmement heureuse d'accueillir les participants de cette table ronde ce soir, qui nous permettront vraiment de parler de ça, de parler du rôle des organisations de la société civile dans la protection, mais aussi dans la mise en œuvre et dans la revendication aussi des droits. Donc, sans m'attarder plus que ça, je vais passer à la présentation des intervenants de ce soir. J'accueille d'abord M. Luc Aglapakou. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc, vous êtes défenseur des droits humains, y compris des personnes LGBTIQ. Vous êtes un acteur de la justice sociale au Bénin, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique et du monde. Vous avez particulièrement pris des responsabilités dans diverses associations, mais notamment l'Hirondelle Club, et puis vous avez cofondé, si je me souviens bien, le Refuge Bénin. Donc peut-être que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours personnel et puis ces différentes associations dans lesquelles vous êtes engagé. Merci beaucoup. Effectivement, je suis Luc Aglapakou, le président de l'association Hirondelle Club Bénin. Hirondelle Club Bénin qu'on a créé depuis 9 mars 2013. On a créé depuis
9 mars 2013 et pour pouvoir protéger les personnes LGBTQ au Bénin. Et ce qui est à l'origine de la création de cette association, c'est parce qu'un père a assassiné son fils parce que son fils était homosexuel. L'autre chose aussi, on a créé le refuge parce que il y a chaque année plus de 150 cas de rejet des jeunes. Et les jeunes nous sollicitent. Donc l'année dernière, le Covid nous a mis un peu de pression. Et donc l'année dernière, on a mis sur pied le refuge Bénin. Donc voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail sur tout ce que vous faites, à la fois au sein du Hirondelle Club et puis au sein du refuge Bénin. Peut-être qu'on passe déjà à l'intervenant suivant. Donc, c'est M. William Fortin. Donc, vous êtes aussi défenseur des droits humains. Votre background se trouve, si j'ai bien compris, dans les études internationales. Donc, vous avez travaillé dans différentes institutions ou organisations internationales. Vous avez travaillé dans différents projets de droits humains, de coopération aussi. Et puis, vous êtes depuis 2018 chez Avocats sans frontières Canada, pour lesquels vous avez d'abord été en Côte d'Ivoire et puis ensuite à Haïti. Est-ce que c'est juste? Et puis, est-ce que vous pourrez nous en dire peut-être un petit peu plus? Non, c'est très juste. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous. Pour moi, c'est le matin, mais pour vous, c'est le soir. Donc, oui, effectivement, je suis coopérant actuellement avec Avocats sans frontières Canada. J'ai eu un mandat avec Avocats sans frontières Canada en Côte d'Ivoire. J'ai été placé auprès du mouvement ivoirien des droits humains. Et par la suite, depuis février 2020, je suis placé auprès de l'équipe d'Avocats sans frontières Canada à Port-au-Prince. Mais là, je suis présentement au Québec, mais je travaille sur le projet à Port-au-Prince. D'accord, merci. Et puis, le troisième intervenant de ce soir, c'est Dimitri Verdonck. Vous travaillez dans la politique extérieure de l'Union européenne, dans les relations Europe-Afrique, comme consultant, mais aussi pour diverses associations de protection et défense des droits humains. Et puis, vous avez créé en 2017 le premier refuge LGBTQIA+ de Belgique. Donc, je vois que les lettres ne sont pas tout à fait dans le même ordre chez nous et chez vous. Et puis aussi collaborer à la création du premier refuge au Burkina Faso. Peut-être vous nous en dites un petit peu plus? Oui, bonjour, merci. C'est exact, effectivement. Aujourd'hui, je m'exprime au nom de la Fédération européenne des refuges, qui est en fait une association de fait. Donc effectivement, je suis le cofondateur du premier refuge de Belgique, qui s'appelle le refuge Bruxelles. Mais il y a aussi des refuges ailleurs en Europe. Et donc, parmi les membres de la Fédération européenne des refuges, il y a l'Italie, la France, la Suisse et l'Espagne. Et donc, on est 5 à co-créer cette fédération. On se réunit déjà depuis pas mal de temps, peut-être 2 ans déjà. Et on va être officiellement créé à la rentrée, c'est-à-dire en septembre-octobre prochain. C'est vrai que le refuge Bruxelles, et à travers une autre association qui s'appelle MIDNIMO, on a créé le premier refuge au Burkina Faso, qui vient d'obtenir son récépissé là, depuis un peu moins de 2 mois. On travaille depuis 1 an, mais on est officiellement maintenant reconnu depuis à peu près 2 mois. D'accord. Vous avez mentionné qu'il y a effectivement aussi des refuges en Suisse. Il y en a notamment à Genève, d'où je vous parle. Et puis, il y a des projets pour en établir un à Neuchâtel. Et comme c'est ma ville, je me permets de faire ce petit clin d'œil suisse. Donc, si vous me permettez. Donc,
je pense qu'on aura l'occasion de parler plus en détail des activités que vous faites au sein de ces diverses associations. La table ronde, elle s'appelle « Protection des personnes ou des droits des personnes LGBTIQ dans les espaces francophones ». Donc, ça nous semblait important aussi de peut-être commencer par un petit état des lieux ou un tour d'horizon, si vous voulez bien, sur la situation, en fait, des droits des personnes LGBTIQ dans les espaces francophones. Je pense qu'avec votre riche expérience personnelle et professionnelle, vous êtes vraiment bien placé aussi pour nous en parler, pour nous parler de ça. Je ne sais pas, peut-être Luc, est-ce que vous souhaiteriez commencer? On avait parlé ensemble déjà un petit peu justement du fait que voilà, il y a le Bénin, mais il y a aussi d'autres pays dans la région. Et puis, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation? Merci beaucoup. Nous allons commencer par le Cameroun parce que actuellement au Cameroun, ça chauffe un peu sur eux. Et donc, du coup, nous, au niveau de mon organisation, parce que je suis membre de AOS, le réseau Afrique-Occident solidaire. Et donc, nous protégeons les personnes LGBT qui sont en difficulté et qui sont persécutées par leur famille ou la société. Et nous les déplaçons de leur pays pour leur donner asile peut-être dans d'autres pays, peut-être la Côte d'Ivoire, puisque au niveau du Bénin, j'ai des Camerounais qui sont venus au Bénin et des Camerounais qu'on a envoyés en Côte d'Ivoire, des Sénégalais aussi. Et donc, on essaie de faire le déplacement dans la sous-région pour pouvoir protéger ces personnes parce que sans cette protection, je ne pense pas que les personnes LGBT en Afrique, notamment les activistes, parce que ceux là qu'on est en train de protéger, c'était les activistes, ceux qui ont un rôle clé dans la défense des droits des personnes LGBTQ dans leur pays. Et à cause des lois liberticides dans ces pays, à cause de la discrimination et la stigmatisation des personnes LGBT, ils sont persécutés dans leur pays et ils ne peuvent plus rester dans ces pays. Nous essayons de les déplacer pour pouvoir les amener à trouver d'abri dans les autres pays de la sous-région. Et pour revenir un peu au Bénin, comme je l'ai dit à l'entame, chaque année, nous recevons près de 150 cas de rejet parce que quand les familles sont au courant de la sexualité de leurs enfants, systématiquement, on rejette ces enfants. Et donc, du coup, au niveau du refuge, on reçoit les appels et ce n'est que l'année dernière qu'on a pu mettre sur pied le refuge. On a mis le refuge sur pied avec 20 personnes. On a interné 10 personnes dans le refuge, mais il y a 10 qu'on a mis chez les bénévoles qui nous accompagnent, qui travaillent avec nous. Parce que la capacité d'accueil du centre, c'est 10 personnes. Mais aujourd'hui, on a un peu agrandi et on peut recevoir 20 personnes. Et actuellement, il y a 20 qui sont chez les bénévoles. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport au refuge. D'accord. Alors, quels sont les services que nous offrons à ces jeunes? D'abord, quand ils viennent dans notre refuge, la première des choses, on les met en contact avec les psychologues qui travaillent avec nous. Après, on a des juristes qui statuent sur leur cas et s'il y a des cas qu'on doit porter devant les juridictions, on travaille pour pouvoir porter ces cas devant les juridictions. Il y a aussi ce qu'on appelle la médiation communautaire que nous offrons aux jeunes parce que quand ces jeunes sont dans notre refuge, pour nous, ce n'est pas de les garder pendant un long moment, mais quand même, c'est de les donner un abri pour qu'ils se protègent contre les discriminations et tout. Et s'il y a d'autres qui souhaitent retourner, Alors, je pense qu'on a un petit souci de connexion. Avec les parents. Oui, souci de connexion. Que nous mettons avec, nous avons mis sur pied avec les parents parce qu'aujourd'hui,
nous avons une association des parents gay-friendly. Alors peut-être que vous pouvez juste répéter un petit peu la fin. Moi, j'ai entendu jusqu'à association des parents, donc je ne sais pas si vous pouvez juste peut-être répéter à la fin. Donc, nous avons l'association des parents gay-friendly qui nous accompagne. Donc, dans la médiation communautaire, il y a un médecin, un psychologue, un parent qui a accepté l'orientation sexuelle de son enfant et un membre de la communauté, de notre association. Et ces parents, maintenant, l'équipe de coordination va maintenant vers les parents qui veulent et on discute avec les parents pour pouvoir retourner d'autres vers leurs parents. Ceux qui ont accepté qu'on fasse cette médiation, donc ils se retournent vers les familles et nous les suivons de très près. Ouais. Merci beaucoup, Luc. C'est très intéressant. Donc, on a vu effectivement la situation difficile, notamment pour les activistes, et puis aussi, par contre, justement, déjà les actes ou les actions très concrètes que vous êtes en train de mettre sur pied, que vous menez. Peut-être qu'on revient encore une fois un tout petit peu en arrière, parce que j'aurais assez envie que William nous parle un tout petit peu de la situation à Haïti. Qui a l'air aussi un peu préoccupante, mais peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, parfait, merci. Permettez-moi, si vous me donnez la permission, de parler, de commencer avec le contexte sécuritaire général dans lequel s'inscrit le contexte sécuritaire et la situation des membres de la communauté LGBTQI en Haïti. Donc, toute personne qui suit la situation en Haïti comprend qu'on a affaire à un contexte sécuritaire extrêmement préoccupant, qui est marqué par une insécurité généralisée et une crise sociopolitique, de violations graves des droits humains liées aux gangs armés et dans les quartiers défavorisés de Port-au-Prince, mais aussi à travers le pays. On parle de kidnapping, d'exécutions sommaires, de viols et d'autres formes d'atteinte à la vie et à l'intégrité des Haïtiens et des Haïtiennes. Mais on parle aussi de violations des droits humains attribués à l'État, à des agents de l'État, qui sont documentés. Par exemple, en janvier 2019, on a eu le rapport qui a été co-écrit par le BINU et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, qui a publié un rapport documentant ces violations commises par des agents de l'État lors des manifestations de 2018 et 2019. Et tout ça s'inscrit dans un dysfonctionnement du système de justice et aussi d'une culture d'impunité où les gens qui violent les droits humains s'en sortent sans faire face à la justice et sans avoir de répercussions pour leurs actes. On peut prendre l'exemple du massacre de la Saline en novembre 2018, les tueries à Bel-Air en novembre 2019. Et 2020-2021 ont aussi été marqués par de nombreuses violations des droits humains, que ce soit dans les quartiers de Village de Dieu, à Cité-Soleil ou à Martissan. Juste cette semaine, on a eu le journaliste Diego Charles et la militante Antoinette Duclerc qui ont été assassinés. Donc, c'est une situation extrêmement préoccupante, mais lorsqu'on regarde ce qu'il en est pour les membres de la communauté LGBTQI en Haïti, c'est une population dont la situation de vulnérabilité est accentuée par le contexte sécuritaire. On parle de violation de leurs droits dans un contexte déjà volatile. Il faut noter les traitements discriminatoires dans le secteur public, dans le secteur privé, que ce soit avec l'accès à la justice, à la santé, à l'éducation, au logement. Il faut parler aussi de discrimination qui affecte tous les droits, que ce soit les droits civils et politiques, socio-économiques. Et à ce niveau-là, on peut penser à l'attitude discriminatoire des acteurs et des actrices et des institutions de la chaîne pénale du système de justice à l'égard des victimes LGBTQI et le fait que les acteurs ou les auteurs de ces violations-là continuent d'agir en toute impunité. On peut utiliser l'exemple de Charles Judy
l'ancien président de l'organisation Courage, qui est une de nos organisations partenaires en Haïti. Le fait qu'il n'y a pas eu d'enquête qui a été menée de manière diligente par les autorités ou que les garanties judiciaires n'ont pas été respectées à ce niveau-là. Et finalement, si vous me permettez, on peut parler aussi d'une problématique super importante lorsqu'on parle de discours haineux et d'incitation à la violence. En Haïti, suite à de récents événements marquants lors de notre société, il y a certains acteurs politiques, leaders communautaires et religieux qui ont utilisé la communauté LGBTQI et les enjeux liés à la protection de leurs droits comme un épouvantail pour inciter à la violence contre ces personnes. Ça l'a mené à une montée de la violence et des menaces envers les membres de la communauté. On a juste à penser à ce qui s'est passé après le tremblement de terre en 2010, qui, suite à l'annonce de l'organisation du festival Matadi, qui a dû être annulé en 2016 suite à la vague de menaces qui se poursuit, et tout récemment au débat portant sur le nouveau code pénal depuis 2020 qui continue aujourd'hui, où certains mouvements religieux et certains groupes de la société se sont prononcés contre ce nouveau code pénal-là, le considérant comme un texte immoral parce que ce texte-là ajoute la définition de qu'est-ce qui est considéré comme discriminatoire, la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. OK. Merci pour ces détails. Merci pour ce compte-rendu effectivement préoccupant qui montre une situation difficile, mais il ne faut pas perdre espoir non plus, dans le sens que c'est aussi ce contexte dans lequel s'inscrit votre association, donc Avocats sans frontières, justement, qui essaie de faire avancer les choses, qui essaie d'améliorer aussi la situation des personnes sur place. Et je pense qu'on pourra y revenir dans un petit instant, justement, sur les actions que vous avez menées à Haïti et puis dans d'autres pays. Peut-être si on termine justement un peu ce tour d'horizon, Dimitri, vous nous parlez depuis l'Europe. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous dire un tout petit peu, vraiment en 2 mots aussi, quelle est la situation ici? Et puis ensuite, ça permet aussi peut-être de continuer sur ce que fait justement cette fédération ou ce que font différents refuges en Europe aussi. Alors, il faut juste allumer le micro. C'est mieux. Là, vous m'entendez bien? Super. D'accord. Oui, pour reprendre la question de la protection, a priori, on peut penser qu'en Europe, et particulièrement en Belgique, où ça fait depuis près de 15 ans que les couples de même sexe peuvent se marier, qu'il y a toute une série de droits qui sont acquis en termes d'adoption à des tas de niveaux. Donc on pourrait penser qu'en Europe, la situation est évidemment meilleure sur le plan juridique et de la protection juridique. C'est vrai, c'est en partie vrai parce que les situations sont aussi très différentes au sein de l'Union européenne. 27 États membres, ça veut dire aussi des législations différentes et des comportements très différents vis-à-vis de la législation européenne. Comme on a pu le constater ces derniers jours avec le comportement de la Hongrie, par exemple. Et donc, il y a des tas de citoyennes et de citoyens européens qui ne sont pas du tout protégés ou très mal protégés par leurs droits, soit que le droit de l'État membre ne va pas suffisamment loin, soit que l'État membre décide de bafouer clairement les droits européens et les droits au niveau international. Par ailleurs, il faut évidemment différencier la situation des droits et puis la situation de fait, parce que même en Belgique, où je vous dis que sur le plan des droits, on est plutôt très très bien lotis, nous assistons dans notre expérience sur le terrain à des situations qui sont absolument incroyables et qu'on n'imaginerait pas. Et donc, les jeunes qui font appel au service de refuge à Bruxelles sont des jeunes dont il faut aussi assurer la sécurité, qu'il faut protéger de leur environnement, de leur famille. Et ça passe aussi par des hébergements dans des lieux anonymes, ça passe aussi par des actions qu'on doit prendre avec la police. Et donc, le fait d'avoir un environnement juridique très favorable ne prémunit pas du tout contre les dangers, la violence incroyable qu'on rencontre dans les familles, dans certaines familles.
Et donc ça, je trouve que c'est intéressant à noter parce que ça veut dire que le combat sur le plan juridique est essentiel, mais il ne suffit pas. Et donc, il faut aussi travailler énormément sur l'évolution des mentalités et sur tout ce qui fait que même dans un état de droit plutôt favorable, on rencontre des situations absolument incroyables. Et comme je l'expliquais au début, je travaille pas mal en Afrique, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on se connaît déjà depuis un moment avec Luc. La situation est aussi très, très différente d'un pays à l'autre, et c'est pareil en Afrique. Donc, globalement, la situation sur le plan juridique est quand même très mauvaise en Afrique quand on regarde avec un petit peu de recul. Mais on constate que dans un pays comme le Burkina ou la Côte d'Ivoire, dont on parlait tout à l'heure, quand le pays ne condamne pas, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et qui permet de travailler. Et c'est une des raisons pour lesquelles on travaille au Burkina, où on travaille aussi assez bien avec la Côte d'Ivoire. Il y a des tas et des tas de choses à faire, mais on voit bien que l'enjeu se situe aussi vraiment sur comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens, avec ou sans le soutien d'un arsenal juridique, qu'il faut respecter les droits, tout simplement. Donc c'est beaucoup aussi une affaire de mentalité, une affaire de culture, une affaire de tradition. Et donc on essaie de travailler aussi là-dessus et pas uniquement sur le volet juridique. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, donc on voit bien que le droit, c'est une chose, puis en fait, c'est vraiment clairement qu'une chose parmi beaucoup d'autres. Donc, vous avez parlé des mentalités, de sensibilisation. Avant, Luc nous a parlé de la médiation communautaire que le refuge Bénin fait. Est-ce que le refuge, du coup, ou les refuges en Belgique, est-ce qu'ils ont aussi un peu ce mécanisme, justement, comment ça fonctionne, quelles sont les actions que vous menez pour essayer justement de faire cette sensibilisation et faire évoluer les mentalités? Bon, pour l'instant, pas grand-chose parce qu'en fait, on est assez jeune. Ça fait 2 ans qu'on existe en Belgique, et à Bruxelles en particulier. Et donc, les refuges comme le refuge France ou le refuge Italie qui existent depuis plus longtemps et qui ont aussi des pratiques très différentes font des tas de choses que nous ne faisons pas et vice-versa. Par exemple, vous parlez de la Suisse. En Suisse, on fait beaucoup de médiation. Ici, en Belgique, on n'en fait pas du tout. Au départ, quand on a ouvert le refuge, on pensait faire de la médiation. Chaque fois qu'un jeune se présente au refuge ou qu'on accompagne ou qu'on héberge un jeune, on lui demande s'il est désireux de se lancer dans un dispositif de médiation avec la famille, avec les parents. Et systématiquement, ils ne sont pas intéressés. C'est vraiment très, très, très rare. Sur à peu près, je pense qu'on est bientôt à 200 personnes accompagnées et une 60aine de personnes hébergées depuis l'ouverture du refuge. Je pense que c'est arrivé 2 fois qu'on fasse un travail de médiation avec la famille. Après, sur le plan communautaire, culturel, etc., on a beaucoup de défis, beaucoup de projets, mais rien encore qu'on a vraiment concrétisé. Pour l'instant, vraiment, notre défi, c'est juste d'être en mesure de pouvoir accompagner et héberger les jeunes, puisque c'est vraiment un work in progress, quoi. Donc, pas une grande expérience au niveau belge, en tout cas, mais la volonté de s'attaquer vraiment au problème. On fait de la sensibilisation. On va sans doute entamer la sensibilisation dans les écoles. Les partenaires français le font, les partenaires suisses aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait dans les refuges européens. Mais bon, voilà. Donc, l'idée, c'est de vraiment aussi, peut-être l'occasion de revenir sur la Fédération européenne. L'idée de création de cette fédération, c'est justement d'échanger, d'identifier les meilleures pratiques, d'échanger les pratiques et de voir ce qu'il est intéressant d'essayer de reproduire dans les différents États membres de l'Union européenne. Et en fait, là, on vient de commencer, enfin, ça fait quelques mois maintenant, un projet qui est financé par la Commission européenne qui va s'étaler sur 2 ans et qui nous permet de discuter de la manière dont on travaille dans l'accompagnement, l'hébergement et le soutien aux personnes LGBT, en particulier les personnes demandeuses d'asile et réfugiées en demande de protection internationale dans le cadre de ce projet-là. Mais ça va bien au-delà, quoi. D'accord, ouais. Merci pour ces informations supplémentaires. Donc, vous avez dit que votre priorité, c'est de effectivement héberger, protéger les jeunes. Est-ce que je peux demander, est-ce que les jeunes, chez vous, ça va de quel âge à quel âge? Et puis, notamment, est-ce que vous hébergez aussi des personnes mineures?
Bon, alors, ça va de 18 à 25. C'est un cadre qu'on fixe. 18 ans simplement parce qu'on ne peut pas légalement travailler avec des mineurs, parce que là, c'est tout un autre circuit qui est pris en charge par les autorités publiques. Donc, il y a des institutions publiques qui prennent en charge les personnes en situation d'exclusion ou sans abri et qui sont mineurs. Et 25, c'est pour mettre une limite. Il nous arrive d'accepter des personnes qui ont 28 ou 29 ans. Mais donc, par contre, on travaille avec les mineurs quand c'est en collaboration avec le tribunal de la jeunesse. Et c'est arrivé plusieurs fois, mais ce sont pour des jeunes qui sont proches de la majorité. Donc, on travaille en partenariat pendant 6 mois. Et à partir du moment où le ou la jeune est majeure, alors elle intègre le dispositif de refuge. Voilà. Mais donc, pour le profil des bénéficiaires du refuge, c'est généralement entre 18 et 25 ans. On identifie de plus en plus de demandes qui viennent de personnes en demande de protection internationale, demandeuses. Là, vraiment, on voit clairement que ça fait peut-être un tiers des demandes qui nous sont adressées par ce public-là. Sinon, on remarque quand même qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Alors, la France a pas mal travaillé là-dessus pour essayer de trouver une série d'explications. Donc, il y a des rapports qui sont disponibles sur le site du Refuge France. Je pense qu'ils sont publics, avec une étude un petit peu approfondie de cette question-là. Et alors, les personnes trans, personnes transgenres, c'est clair aussi que ça on va dire peut-être un tiers de notre public, ou un peu moins, mais enfin ça fait partie aussi du public important du refuge en Belgique. Parce que je vous parlais tout à l'heure des questions de droit et des questions de mentalité et de fait, même s'il y a encore pas mal de choses à faire du point de vue du droit en Belgique, il y a pas mal de choses qui sont déjà acquises. Mais sur le plan des mentalités, de l'acceptation de la société, etc., on voit que les personnes transgenres sont les plus discriminées, celles qui rencontrent le plus de difficultés. Ce sont des réalités qui sont encore très méconnues par un large public. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'elles viennent frapper à la porte du refuge parce que ben voilà, ce sont les personnes qui, au sein de la communauté LGBTQI, font face à de grosses difficultés. Ouais. Ouais. Merci. Luc, vous m'avez dit que aussi le refuge Bénin travaille aussi avec les jeunes de 18 à 25 ans, mais vous avez aussi dit que vous travaillez des fois un petit peu sur, on va dire pas l'hébergement, mais d'autres modalités pour essayer quand même aussi d'offrir des services aux personnes mineures. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être nous en dire un tout petit peu plus. Merci beaucoup. Au niveau de notre refuge, effectivement, nous recevons aussi les demandes venant des mineurs, mais pour nous, voilà, nous on ne peut pas les recevoir directement dans notre refuge parce que la loi déjà ne nous autorise pas à héberger des mineurs. Donc, du coup, quand ces mineurs viennent chez nous, on essaie de leur demander s'ils ont des parents proches à eux, voilà. Et souvent, avec l'équipe de médiation, on va vers ses parents proches. Si peut-être c'est le père et la mère qui l'a renvoyé, sûrement ils ont des oncles. Et souvent, on va voir ces oncles pour discuter avec eux, pour leur dire, mais si vous laissez les enfants à la rue, ils vont devenir au chaud demain. Pour le moment, les personnes n'ont pas encore 18 ans. Donc, si vous les virez de chez vous, bien, parce que papa les a renvoyés de la maison, mais vous, oncle, vous avez cette responsabilité parce que l'enfant porte votre nom de famille et tout. Donc, on essaie de trouver des arguments pour que ces jeunes mineurs puissent retourner vers peut-être les parents proches. Et dans le cas où on n'a pas les parents proches, on a des bénévoles. On a des bénévoles voilà, qui nous accompagnent. Mais avant de prendre ces mineurs, on va vers la police pour déclarer que voilà, les parents ont renvoyé tel enfant de la maison et que l'enfant est sous la responsabilité de tel, supervisé par le refuge, les responsables du refuge. Et je pense que comme ça, les jeunes, les mineurs, ils arrivent
on arrive vraiment à les encadrer. Je pense que c'est ce que nous faisons avec les mineurs. Merci. Donc, comme vous l'avez compris aussi, le public, c'est vraiment une table ronde. On essaie de se baser sur l'échange, on essaie d'être interactif. Donc, normalement, il y a un temps prévu pour les questions à la fin, mais j'en ai déjà reçu. Donc, il y en a une ou deux qui collent assez bien. Donc, je vais peut-être les poser maintenant. Comme ça reste vraiment un peu dans le sujet. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poser des questions à d'autres moments dans le chat. Puis, on pourra les adresser par la suite. Donc, une question qui vient de RDC, donc République démocratique du Congo, qui est adressée à Luc et qui est de savoir, est-ce que vous faites donc aussi de la médiation communautaire, on va dire internationale, donc pour une personne, en l'occurrence, qui serait peut-être en RDC ou qui justement pourrait peut-être quitter la RDC pour le Bénin, et puis aussi, est-ce que vous accueillez des réfugiés? Oui, au niveau de notre refuge Bénin, nous accueillons aussi des réfugiés. Je l'avais dit à l'entame de cette séance que actuellement dans le refuge, on a des Camerounais qui sont dans le refuge et il y a au moins 5 Sénégalais aussi qui vont rejoindre le refuge d'ici 2 semaines. Donc voilà, nous recevons les gens de partout parce que pour nous, la protection des personnes LGBT, c'est d'accueillir tout le monde, d'autant plus que nous avons un refuge. Et au Bénin, si le refuge Bénin n'a pas la capacité de recevoir tout le monde, on les envoie vers nos amis de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on arrive à encadrer les personnes en difficulté, les LGBT en difficulté. Voilà. Je ne sais pas dans quelle mesure cette question relève d'une situation concrète, mais est-ce que vous avez un site internet ou une manière aussi de pouvoir peut-être joindre soit le refuge, soit Hirondelle Club? Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ça? Oui, pour nous joindre, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter et les gens peuvent nous contacter directement par là. Ok, donc ça serait le refuge Bénin sur Facebook, si jamais, par exemple. Ok, merci beaucoup. Ouais. Hirondelle Club Bénin. Le mieux, c'est de contacter directement Hirondelle Club Bénin. Ouais. Ok, Hirondelle Club Bénin, ouais, super. Et puis il y a une autre question qui est plus du côté organisationnel, donc de savoir justement qui sont les personnes qui gèrent ce refuge, le refuge Bénin. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres projets ou d'autres personnes qui souhaiteraient créer des refuges au Bénin ou qui le font aussi? Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres personnes? Enfin, vraiment un peu une question d'ordre organisationnel qui nous vient du Bénin. Au niveau organisationnel, nous avons une coordination qui s'occupe du refuge. Actuellement, notre refuge est la seule refuge qui a été créé au Bénin. Mais je dis la seule refuge, mais on a besoin de beaucoup de refuges parce que c'est 150 cas de rejet chaque année. Donc, la seule refuge que nous avons au Bénin ne peut pas suffire pour contenir tout le monde. Donc, nous sommes en train de chercher des moyens pour pouvoir créer ça parce que on a dit qu'on va le créer dans au moins 3 départements. Mais l'expérience, nous avons commencé avec dans le département de l'Atlantique. Parce que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire pour ces personnes, il y a la sensibilisation qu'on est en train de faire aussi sur le terrain. Voilà, pour la protection des personnes LGBT. Parce que au niveau social aussi, parce que pour nous, pour que les personnes LGBT puissent jouir pleinement de leurs droits, nous avons choisi 3 aspects. Il y a l'aspect juridique. Donc, on a commencé une bataille juridique. Et l'aspect social, nous sommes en train de faire la sensibilisation. Et dans nos sensibilisations, parce que dans nos sensibilisations, on rencontre aussi beaucoup de jeunes qui sont rejetés et qu'on ne peut pas recevoir actuellement parce que à cause de notre nombre qui est très limité. Donc, pour ça, on a besoin de beaucoup de refuges. Oui, il y a des organisations qui sont en train de se dire qu'ils vont créer le refuge. Et moi, je les encourage à le faire aussi parce que, une seule refuge pour tout le Bénin, je pense que, on en a besoin. Ouais. Merci. Encore une question aussi un peu d'ordre organisationnel. C'est pour Dimitri. Donc, c'était pour savoir justement si le refuge au Burkina Faso est déjà opérationnel et puis aussi est-ce qu'il a été créé donc, en collaboration avec une association locale, par qui est-ce qu'il est géré? Donc oui, en fait, on travaille sur le terrain avec des associations locales.
et il est géré par 3 personnes qui sont des Burkinabés. Et bon, à la différence de ce qu'on fait en Belgique, on focalise beaucoup notre travail sur l'accès à des activités rémunératrices, à un emploi ou la poursuite des études. Parce qu'en fait, une des grandes différences qu'on remarque assez vite entre la Belgique et le Burkina, c'est que un jeune qui vient frapper à la porte du refuge à Bruxelles, une fois qu'il a 18 ans, il a accès à un revenu d'intégration. Donc ça prend à peu près 1 mois ou 2 de régulariser la situation administrative et il bénéficie d'un montant de près de 1 000 € par mois pour sa subsistance. C'est évidemment totalement différent dans un pays comme le Burkina où il faut pouvoir s'en sortir seul et à partir du moment où on est exclu, on ne peut pas compter sur la solidarité familiale. Or, tout le monde sait qu'en Afrique, la solidarité familiale est hyper importante dans la construction d'un projet de vie. Et donc, ce qu'on essaye de faire pour le moment, c'est mettre à disposition des logements pour parer à des situations de crise et d'urgence. Mais au contraire de ce qu'on peut faire en Belgique, on ne peut pas compter sur un soutien des pouvoirs publics ou du système dans son ensemble. Et donc, c'est du microcrédit. Et donc, pour l'instant, on essaie beaucoup de soutenir la création d'activités du microcrédit. Mais donc, il fonctionne sur place avec le représentant de Minimo, qui est une structure belge qui a mis en place le refuge Burkina. Et maintenant, l'équipe du refuge Burkina officiel depuis 2 mois qui prend le relais et avec aussi des bénévoles et des partenaires de différentes associations LGBT. Merci. Donc, vous avez parlé déjà à plusieurs reprises d'autres actions que vous faites, donc justement tous les 3. De la sensibilisation, de la nécessité de la sensibilisation, aussi du fait que le droit n'est pas tout, mais aussi du fait que justement il y a quand même des problèmes dans le droit, il y a besoin de faire évoluer le droit et peut-être des fois aussi faire évoluer des mentalités par le droit. Donc dans ce contexte-là, une des manières d'utiliser le droit comme outil de changement, c'est le litige stratégique, l'action stratégique par le droit et dans le droit, à différentes intensités, plusieurs d'entre vous mènent. Peut-être je donne d'abord la parole à William, qui est justement dans cette association des avocats sans frontières. Donc on s'en doute un peu, les avocats, ils vont devant les tribunaux. Donc est-ce que vous voulez nous parler un tout petit peu de cet outil, en fait? Oui, effectivement, mais je trouve ça extrêmement intéressant, l'intervention de Dimitri et de Luc, parce que je crois que le mot d'ordre du panel, c'est que le droit n'est pas désincarné. Il est influencé et il influence la société. Donc, lorsqu'on approche les questions juridiques, il faut qu'on pense à l'impact que le droit peut avoir. Donc, chez Avocats sans frontières Canada, c'est sûr c'est une de nos spécialisations, le litige stratégique. On le fait en fonction du principe de subsidiarité, je tiens à le préciser. Donc, c'est à travers nos partenariats, nos partenaires locaux qui ont une spécialisation, qui ont une connaissance du terrain qu'on leur réagit. Ce n'est pas les avocats qui manquent à travers le monde, hein, ça on s'entend. Donc, tout dépendant des pays d'intervention, bien entendu. Mais notre idée ici, c'est oui, le litige stratégique, mais le litige stratégique s'inscrit dans une stratégie plus large, qui est comment utiliser le droit comme instrument de changement. Dans le cas présent, on peut parler de renforcer la protection des membres de la communauté LGBTQI. Donc, c'est le droit comme instrument de changement, c'est utiliser le droit, mais les mécanismes judiciaires comme instrument de changement à responsabilité puissent jouir de leurs droits. Et ça passe à travers l'autonomisation par le droit et l'accès à la justice. Donc, l'autonomisation par le droit, c'est l'autonomisation des bénéficiaires et des communautés par le droit à travers une approche globale qui inclut le litige stratégique. Mais comme Dimitri et Luc a déjà parlé, il n'y a pas juste le litige stratégique des droits humains, il y a l'éducation citoyenne, il y a le plaidoyer, il y a les services juridiques communautaires, il y a les services d'aide juridique et d'assistance judiciaire. Il y a plein d'autres actes d'intervention qui passent aussi à travers l'utilisation des arts
Donc, communiquer les droits humains, permettre aux droits humains de se développer à travers l'art. Et cela, ça implique que les bénéficiaires connaissent leurs droits. Donc, quand on parle d'autonomisation, c'est que les bénéficiaires s'approprient leurs propres droits, les connaissent, et qu'ils puissent utiliser les mécanismes judiciaires, quasi-judiciaires et communautaires pour faire respecter leurs droits et obtenir justice le cas échéant. Mais c'est aussi pour que les bénéficiaires soient capables d'avoir accès à un service ou un système de justice qui est adapté à leurs besoins. Donc, c'est de renforcer les capacités des acteurs et des actrices et des institutions de justice afin que ces derniers aient les capacités de répondre avec respect, efficacement et adéquatement aux besoins des bénéficiaires, des membres de la communauté LGBTQI. Donc, ça passe à travers les litiges stratégiques. Mais ça, c'est une des axes d'intervention. Mais c'est quoi les litiges stratégiques? On parle, pour certaines personnes, c'est complètement abstrait comme principe. Donc, le litige stratégique, ça permet d'avoir un impact social à travers le droit. Ça, donc, le litige stratégique, c'est d'avoir un impact social à travers le droit en ciblant des cas problématiques qu'on va pouvoir porter devant les instances judiciaires et permettre à l'épreuve les structures juridiques existantes et de renforcer les institutions judiciaires et l'État de droit et favoriser le développement d'une culture juridique, d'une interprétation du droit et d'un cadre normatif favorable au plein respect des droits et aussi de provoquer un débat public. On parle de changement des mentalités, initier un débat, initier un changement de mentalité, autant au niveau de la culture juridique qu'au niveau du débat de société et de comment la société se dirige vers une ouverture dans le débat à travers l'utilisation de cas emblématiques devant les instances judiciaires. Le litige stratégique, ça permet aussi de faire l'émergence d'une jurisprudence et éventuellement même d'une doctrine plus favorable aux personnes en situation de vulnérabilité, donc aux membres de la communauté LGBTQI et qui est adaptée à leur réalité. Ça permet aussi le renforcement des freins et des contrepoids, des normes applicables aux institutions publiques, aux structures de pouvoir, et ça permet aussi, vraiment important, de renverser le sentiment d'impunité des autorités. Et nous, dans notre cas, par exemple, chez Avocats sans frontières Canada, je peux utiliser ce qui me touche un peu plus, c'est l'utilisation du système interaméricain des droits humains pour arriver à cette fin. Ça permet aussi d'utiliser le système interaméricain pour avoir une jurisprudence progressive qui reconnaît les forces sous-jacentes et les facteurs favorisant la discrimination utilisant les membres de la communauté LGBTQI. Mais aussi, c'est de favoriser une interprétation du droit national, régional et international qui est favorable aux personnes et qui est de la communauté et qui est adaptée. Merci. Luc, il me semble que vous aussi, vous faites des fois des litiges stratégiques avec Hirondelle Club. Est-ce que c'est juste donc, aussi des actions juridiques et puis, il me semblait qu'il y a une décision récente qui est tombée au Bénin il y a quelques jours. Là, est-ce que vous étiez impliqué là-dedans? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'était justement un litige stratégique ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Non, non, tu n'es pas à côté de la plaque. Nous sommes impliqués dans cette décision. Et là, je vais parler un peu de la stratégie, ce qu'on a mis sur pied pour pouvoir, pour que les gens, nos amis commencent par saisir la juridiction. D'abord, nous avons initié ce qu'on appelle soirée de gestion et chaque nous travaillons avec les membres de la communauté, parce qu'il y a beaucoup de gens quand leurs droits quand ils se sont brimés dans leurs droits. Donc, cette activité leur a permis quand même de voir clair qu'ils ont aussi des droits et qu'ils peuvent aussi saisir les juridictions. Et c'est ce qui nous amène maintenant à commencer une bataille juridique. Et actuellement, on a beaucoup de cas d'agression devant les juridictions. Et dans 2 mois, on a eu deux décisions de justice maintenant. Une à la Cour constitutionnelle parce que il y a 1 an, il y a une femme transgenre qui a été violentée. Et donc, quand on l'a pris en charge dans notre organisation, on lui a parlé de la justice. Est-ce qu'elle veut saisir la justice et tout? Elle a saisi la justice. On l'a aidé à saisir la justice. Et aujourd'hui, on a eu une décision de justice. Au niveau des 3 filles qui ont été agressées
et accompagnées dans notre association aussi. Il y a une aussi parmi elles qui est coordonnatrice des femmes trans au niveau de l'association Hirondelle Club Bénin. Et donc, grâce à cette activité qu'on organisait, soirée, projection, où on invitait les juristes bénévoles pour pouvoir parler du droit, de leurs droits, ça a augmenté leur estime de soi. Et aujourd'hui, quand elles ont été victimes, elles ont saisi la juridiction, on les a aidées aussi à saisir la juridiction. Et aujourd'hui, le droit a été dit. Et c'est pour la première fois que la justice béninoise se prononce ouvertement par rapport à l'agression des personnes transgenres. Et je pense que c'est cette décision de justice que nous avons à la main maintenant, ça va renforcer notre de sensibilisation sur le terrain, parce qu'on le faisait déjà à travers notre éducation aux droits humains. On a initié une activité qu'on appelle éducation aux droits humains pour tous, où nous sensibilisons la population générale, parce qu'on s'est dit le débat doit être public aussi, et les citoyens aussi doivent être informés. Et pour que le citoyen soit informé du droit des LGBT, il faut que le citoyen lui-même soit informé de ses droits, et après, on peut lui parler de pouvoir protéger le droit des autres aussi. Et donc, c'est ce qu'on a initié à travers l'éducation aux droits humains pour tous. Et ça porte ses fruits actuellement, ça porte ses fruits. On a des friendly, des personnes hétéros qui s'engagent maintenant à protéger le droit des personnes LGBT. Et en faisant ces activités aussi, nous touchons nos personnes LGBT qui sont parmi la population générale et qui n'arrivent pas à bénéficier de nos services parce qu'ils ne sont pas informés qu'il y a des associations qui les protègent. Donc voilà un peu tout ce que nous faisons comme activité, quelques-uns de tout ce que nous faisons voilà, pour la protection des droits des personnes LGBT au Bénin. Donc si je comprends bien, c'est vraiment en interaction. Donc il y a justement cet aspect vraiment litige stratégique, peut-être au sens étroit, donc vraiment aller justement devant les juridictions, mener une action. Et puis, je trouve très intéressant, comme vous dites aussi, tout ce que vous faites autour. Hein. Donc, justement, essayer d'organiser des soirées de sensibilisation, d'information, de projection, en parler, reprendre peut-être ces exemples aussi après, ensuite, pour justement faire de l'éducation aux droits humains, montrer aussi que, justement, il y a des juridictions qui le confirment, hein, qui confirment qu'il y a ces droits, etc. Donc, vraiment, je trouve que c'est assez intéressant d'entendre ça, de voir justement qu'en fait c'est aussi un outil ensuite de communication peut-être, même, voilà, on a parlé de la sensibilisation, de communication, peut-être même aussi de plaidoyer. Donc vous nous avez parlé d'une décision qui concernait justement une femme trans. William, peut-être que vous souhaitez nous parler d'une autre décision qui concernait aussi une femme trans et qui est tombée récemment et dans laquelle vous étiez impliqué. Enfin, dans le processus plus que dans la décision, peut-être. Ouais, effectivement, c'est ça. Oui, on parle du cas de Vicky Hernandez qui était devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Premièrement, je tiens à féliciter le travail accompli par l'organisation Hirondelle Club Bénin par rapport à ce travail-là. Luc m'a partagé la décision de la Cour constitutionnelle, mais je fais beaucoup référence à la décision qu'il y a eu au tribunal de première instance de Cotonou par rapport aux 3 femmes trans qui ont été agressées et humiliées dans un bar. Donc, c'est un travail très honorable et qui est important que son organisation réalise. Donc, je tiens à le saluer. Et oui, dans le cas de Vicky Hernandez, c'est que nous, juste comme j'ai dit, on fonctionne beaucoup par subsidiarité. Donc, on a apporté un support à l'organisation, mais la personne qui a porté le flambeau, premièrement devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme et éventuellement quand c'est arrivé devant la Cour, c'est une organisation partenaire qui est l'organisation, qui est le réseau, c'est le réseau lesbien féministe Catrachas. Et devant la Cour, ils ont été aussi accueillis accompagnés par l'organisation Robert F. Kennedy Human Rights, basée aux États-Unis. Dans ce cas-là, et pour Avocats sans frontières au Canada, nous, on a déposé un amicus brief devant la Cour. Donc,
Dans ce cas-là, oui, c'est une décision historique. Pour juste vous expliquer un peu quel était le cas de Vicky Hernandez, c'est que Vicky Hernandez était une femme trans de 26 ans, militante pour une organisation appelée Colectivo Unidad Color Rosa, et qui était travailleuse du sexe. Elle a été tuée d'une balle à la tête le 28 juin 2009, lors de la première nuit du coup d'État au Honduras. Lors de sa mort, uniquement les forces de sécurité pouvaient circuler librement, étant donné que c'était la première soir du coup d'État. Et Mme Hernandez était sortie parce qu'elle était forcée, en quelque sorte, de pouvoir faire son gagne-pain en tant que travailleuse du sexe. Et les circonstances de sa mort appellent énormément celles d'une exécution extrajudiciaire. Donc, les autorités n'ont pas mené jusqu'à ce jour une enquête. Ils n'ont pas mené l'enquête de manière diligente par rapport à sa mort. Ils ont classé l'affaire comme étant un crime passionnel et ont fait preuve d'un comportement extrêmement discriminatoire par rapport à Mme Hernandez, sa famille et ses proches. Et c'est un cas qui est emblématique de la lutte contre l'impunité au Honduras. En premier lieu, le réseau lesbien féministe Catrachas a porté le dossier auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme en déposant une pétition. En 2018, la Commission a rendu son rapport sur le fond de l'affaire, dans lequel elle a déterminé que l'État hondurien a commis de nombreuses violations des droits protégés par la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ainsi que l'article 7 de la Convention de Belém do Pará pour prévenir, sanctionner et éradiquer la violence contre les femmes. Dans le cadre de cette affaire, la Commission reconnaît aussi que pour la première fois, le terme transféminicide. C'est extrêmement important que la Commission reconnaisse le terme transféminicide comme étant un terme maintenant utilisé dans sa jurisprudence. Et en 2019, la Commission a saisi la Cour interaméricaine des droits de l'homme, étant donné que les Honduriens n'ont pas donné suite à ces recommandations. Et là, c'est maintenant qu'on arrive au jugement qu'il y a eu le 28 juin, je pense, je ne vais pas me tromper ici, c'est le 28 juin dernier, qui était le 12e anniversaire de l'assassinat de Mme Vicky Hernandez. Quand on y pense, c'est 12 ans pour atteindre un jugement. Donc, la Cour... Pourquoi c'est un jugement qui est historique? Je vais le dire à cause de 3 éléments, et de la manière que je le comprends. C'est que le premier élément, c'est que la Cour reconnaît la responsabilité du Honduras dans le meurtre de Vicky Hernandez. Donc, la Cour a constaté dans son jugement qu'il y avait plusieurs éléments indiquant la participation de l'agent de l'État dans le meurtre de Vicky Hernandez. Et la Cour reconnaît aussi que l'État a violé plusieurs droits de Vicky Hernandez et de sa famille, dont le droit aux garanties judiciaires. Le deuxième élément que je trouve important, c'est que la Cour indique clairement que le meurtre de Vicky Hernandez a eu lieu dans un contexte de violence contre les personnes LGBTQI, particulièrement contre les femmes travailleuses du sexe, trans, et que des agents des forces de sécurité étaient souvent impliqués dans plusieurs de ces actes de violence létale et non létale visant ces personnes. Donc, la Cour vient dire qu'il y a un historique de violence systémique, structurante, de violence qui fait partie du fonctionnement de l'État, visant spécifiquement les LGBTQI, particulièrement les femmes travailleuses du sexe trans. Donc, la Cour reconnaît aussi que le Honduras a violé le droit de Vicky Hernandez à la reconnaissance de sa personnalité juridique. On parlait du droit de reconnaître son identité de genre, d'autodétermination du genre. Depuis, elle reconnaît que l'État hondurien a discriminé Vicky en raison de son identité de genre, et ce, faisant faillant à son obligation d'enquêter sur son meurtre et de juger les responsables. Finalement, je crois que ce qui est important, c'est que durant les enquêtes, la Cour vient en quelque sorte blâmer l'État pour la manière que les enquêtes ont été faites, pour le non-respect des garanties judiciaires. Et la Cour vient dire que les autorités honduriennes n'ont pas pris en considération, lors de l'enquête, le contexte de discrimination et de violence policière à l'encontre des personnes LGBTQI, que les éléments qui indiquaient que son meurtre pouvait être lié à son identité de genre et au fait qu'elle était travailleuse de sexe n'ont pas été pris en considération. Ils n'ont pas pris en considération aussi la potentielle participation d'agents de l'État. Et ils n'ont pas pris en considération les faits indiquant que Vicky aurait pu subir, par exemple, un acte d'agression sexuelle ou de violence sexuelle. Et si vous me permettez,
la raison pourquoi c'est aussi historique quand on pose tous ces points-là, c'est ce que la Cour ordonne à l'État hondurien. Elle ordonne, oui, effectivement, des versements de réparation à la famille de Vicky, mais elle ordonne aussi de réouvrir et poursuivre l'enquête sur le meurtre de Vicky, de Mme Hernandez, de reconnaître publiquement sa responsabilité internationale dans la présente affaire, donc son rôle dans la mort de Vicky. Et quand on parlait de protection et de mesures qui vont au-delà du droit, avec l'implication du changement des mentalités, les changements structuraux de la manière que la société, que les institutions étatiques fonctionnent face au respect des droits des personnes LGBTQI, la Cour ordonne d'attribuer une bourse d'études à la nièce de Vicky, de créer une bourse d'études nommée Vicky Hernandez pour des femmes trans, de mettre en œuvre un programme de formation destiné aux agents de force de sécurité sur les violences faites aux personnes LGBTQI, d'adopter une procédure permettant aux individus de ne pas reconnaître leur identité de genre et de modifier leurs documents d'identité officiels afin que ces derniers reflètent leur identité de genre dans le respect de l'autodétermination, de mettre en œuvre un système de collecte de données compréhensives relatives aux cas de violence contre les personnes LGBTQI afin de documenter le phénomène et de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et éradiquer les violences faites contre les personnes LGBTQI et la discrimination systémique, et aussi, en quelque sorte, de s'assurer que l'État, dans plusieurs de ses politiques, réponde à la réalité des membres de la communauté LGBTQI, des femmes trans et travailleuses du sexe au Honduras. Donc, c'est une décision qui est historique parce que les implications vont au-delà des frontières du Honduras. Puis c'est la première fois aussi qu'il y a un cas d'atteinte au droit à la vie d'une femme trans qui est traité par la Cour. Merci William. Donc effectivement, peut-être que certaines personnes dans le public étaient un petit peu surpris et surprises qu'on vous parle du Honduras. C'est vrai que ça revient à une vision très très large de la francophonie. C'est peut-être pas étonnant pour une conférence qui se tient pour ma part en Suisse, donc un pays très en marge de la francophonie. Mais plus sérieusement, je pense que l'idée de parler du Honduras, c'était bon, votre association est très active là-bas. Mais c'est aussi de dire que justement, surtout quand il s'agit de faire bouger les choses, de faire bouger le droit, il y a aussi un dialogue qui se crée, et puis ce dialogue, il se passe entre les différents pays francophones, mais il va au-delà de ça. Et notamment au niveau international, il y a un dialogue assez nourri entre la Cour interaméricaine et la Cour européenne des droits de l'homme, mais il y a aussi une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, il y a ces cours qui s'inspirent les unes des autres. Alors c'est vrai qu'en Europe, on peut juste rêver d'une cour qui rendrait un jugement avec des recommandations aussi concrètes et allant aussi loin dans tout ce qui est changement sociétal et puis sensibilisation et puis obligation de l'État de prendre vraiment des mesures très très concrètes pour essayer de faire bouger les choses. Mais néanmoins, il y a quand même un aspect où un jugement comme ça, même s'il concerne le Honduras, même s'il a été rendu par la Cour interaméricaine, donc a priori un peu dans un autre contexte, il peut être utilisé par la suite pour différentes raisons, pour aussi faire avancer des arguments juridiques dans d'autres contextes, devant d'autres juridictions. Peut-être juste pour donner un exemple, vous avez mentionné le protocole de Belém do Pará, qui est un protocole qui concerne spécifiquement justement les violences faites à l'égard des femmes, donc femmes évidemment à entendre avec un astérix. Et justement, il y a aussi des protocoles de ce type-là dans d'autres contextes régionaux. Donc en Afrique, on a le protocole de Maputo qui concerne les violences faites aux femmes, et puis en Europe, on a par exemple la Convention d'Istanbul qui concerne les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Et là aussi, la question se pose justement d'une interprétation progressiste qui tient compte de la situation spécifique et particulière des femmes trans. Donc là, c'est un élément peut-être assez inspirant qu'on pourra peut-être utiliser dans d'autres contextes. Je ne sais pas si vous voulez peut-être revenir un tout petit peu sur justement un peu d'autres contextes, ou peut-être aussi les deux autres intervenants. Est-ce que ce jugement vous inspire quelque chose par la suite? Si je peux me permettre. Mais effectivement, c'est que la jurisprudence de la Cour, comme je dis, va au-delà du système interaméricain. Dans la mesure que ça peut être utilisé pour inspirer d'autres cours à ce niveau-là, mais aussi d'autres activistes, et d'utiliser une stratégie, c'est le partage de connaissances entre les activistes aussi.
Et lorsqu'on arrive aussi, c'est que je sais dans un panel précédent où on parlait des systèmes de plaidoyer, il a été mentionné aussi des principes de Yogyakarta, qui sont des principes qui existent en quelque sorte pour venir guider les praticiens, mais aussi les États, dans la manière qu'on devrait interpréter les instruments internationaux pour qu'ils reflètent pour qu'ils viennent protéger les droits des personnes LGBTQI. Parce qu'il n'y a pas, comme on sait, il n'y a pas d'instruments contraignants internationaux juridiques spécifiques au respect des droits LGBTQI. Donc, c'est de savoir comment on peut partager les connaissances et l'expertise pour pouvoir apporter des cas similaires dans d'autres systèmes. Parce que ce n'est pas uniquement les juges qui vont venir, comme je l'ai dit, ça va venir influencer la doctrine. Il peut être utilisé d'une certaine manière pour influencer les juristes de demain. Lorsqu'on va arriver à l'école du barreau et que ces gens-là vont lire dans leur juridiction, dans leur pays respectif, et par la suite, ils vont devenir les activistes de demain. C'est quelque chose qui est important. Et sinon, moi, je trouve le parallèle avec le protocole de Maputo extrêmement éliminant. Je veux dire, pensez, par exemple, si c'est sûr que bon, il y a moins de pays qui ont signé le protocole spécifique, pas le protocole, mais le traité spécifique par rapport au fait que les citoyens peuvent saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, que par exemple le système interaméricain, la Cour interaméricaine. Mais il reste néanmoins que, imaginez une décision où on dit qu'une violation, qu'un acte de violence perpétré contre une femme trans ou un homme trans, ce serait dans le cas présent une femme trans dans un des États membres sur le continent africain, vient violer les droits qui sont protégés par le protocole de Maputo. Pensez-y, ça serait quelque chose d'incroyable comme décision, comme jurisprudence. Donc, l'idée, c'est qu'ici, que les initiatives se nourrissent et que les connaissances traversent les frontières, les communautés, pour qu'on s'influence et qu'on soit capable de créer une synergie par rapport aux litiges stratégiques, par exemple. Merci. Je ne sais pas si les deux autres, vous souhaiteriez intervenir par rapport à ces aspects-là. Oui, en fait, je trouve ça très intéressant à entendre, mais peut-être pour ne pas parler du cas précis, mais plutôt ce que ça m'inspire moi, à titre personnel, c'est le litige stratégique, par exemple, c'est pas du tout quelque chose dans lequel nous on travaille pour plusieurs raisons. D'abord, si je prends la situation en Belgique du refuge Bruxelles, on est un État fédéral, donc Bruxelles, c'est la région de Bruxelles, et on a une fédération qui s'appelle la Maison Arc-en-Ciel, une fédération des associations LGBT qui regroupe à peu près une 50aine d'organisations. Et donc, nous, notre préoccupation principale, c'est l'accompagnement, l'hébergement de jeunes en situation d'exclusion. Et donc, toutes les questions juridiques de revendication, de travail auprès des institutions, etc., sont menées par d'autres associations et notamment aussi par la fédération. Et au niveau européen, il y a peut-être parmi nos membres, mais je ne crois pas, des structures qui sont un peu plus avancées que nous dans les revendications politiques ou juridiques, etc. Mais c'était aussi un des intérêts justement de créer la Fédération européenne, c'est de pouvoir ensemble identifier ce qui nous paraît important de porter comme revendication, que ce soit au niveau juridique ou au niveau politique. Et donc c'est un travail là qui est en cours. Par rapport au Burkina ou ailleurs dans d'autres pays dans lesquels on travaille, parce qu'on n'a pas créé de refuge à proprement dit dans d'autres pays africains, mais on est présent notamment en RDC, au Gabon, enfin dans pas mal de pays africains francophones. Et bien nous, on a une toute autre approche au Burkina. On sait qu'il y a énormément de choses à faire sur le plan juridique et sur le plan du droit, mais c'est quelque chose qu'on laisse à d'autres associations, même si on peut les aider, les accompagner, les soutenir par tous les moyens possibles. Nous, en tant que refuge, on fait plutôt profil bas, tout à fait l'inverse, parce que c'est à ce prix-là qu'on peut apporter une aide concrète de protection, d'accompagnement, d'hébergement. Et si on se lançait dans le discours politique ou dans des formes d'activisme comme le litige stratégique, on perdrait immédiatement ou quasi immédiatement la possibilité de venir en aide
aux personnes qui en ont besoin. Et donc, on essaie plutôt de travailler en partenariat avec d'autres structures qui le font. Et ça m'a fait aussi penser, en vous écoutant, à mon expérience personnelle. En fait, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le monde des droits humains, où la question LGBT était une question parmi d'autres. Et depuis que je me suis impliqué dans le refuge, je réalise qu'en fait, c'est comme s'il y avait en fait d'un côté les droits des personnes LGBT et de l'autre les droits humains. C'est tout à fait incroyable de constater ça. Je le vois aussi, je vais vous donner un exemple très concret qui va vous faire comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Il y a quelques années, il s'agissait d'élire la nouvelle présidente de la FIDH, donc la Fédération internationale des droits humains. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que plusieurs pays, et notamment des pays africains, mais pas uniquement, vraiment à travers le monde, faisaient en interne de la FIDH un lobby pour que le candidat belge à l'époque, qui était homosexuel, ouvertement homosexuel et actif dans la défense des droits des personnes LGBT, accède à la présidence de la FIDH. Ça veut dire que même dans le monde des défenseurs des droits humains, on considérait que c'était un problème que le président de la FIDH soit une personne LGBTQI. Et donc, il y a un travail aussi monstrueux à faire à l'intérieur du monde des droits humains au sens large pour intégrer la question LGBTQI à toutes leurs activités, leurs réflexions, etc. Moi, je suis totalement sidéré de constater que, en fait, vraiment, le monde des personnes, des structures, des associations qui travaillent à la défense des droits, à la promotion des droits des personnes LGBTQI sont un petit peu à part et pas souvent soutenues, et en tout cas pas du tout comme elles le devraient, par le monde plus large des défenseurs des droits humains, quoi, tout simplement. Voilà. Absolument. Hashtag LGBT Rights are Human Rights. Donc, effectivement, cette idée du mainstreaming des droits des personnes LGBTIQA, plus, c'est quelque chose qui reste difficile, où il reste du chemin à parcourir, comme vous le dites. Et puis, je pense qu'il y a effectivement cette tendance, peut-être aussi des fois un peu de jouer certains groupes contre d'autres. Donc, Luc, avant, nous a expliqué justement un peu cette vision aussi dans l'éducation qu'ils ont, de se dire, en fait, on parle des droits humains, un peu la première étape, et puis ensuite, on essaie aussi de parler des droits des personnes LGBTIQ, et puis pour montrer qu'en fait, les deux plutôt se renforcent mutuellement plutôt que de se retrouver en compétition quelque part. Mais merci pour ce complément qu'effectivement, je pense qu'il est vraiment très pertinent. Et il y a peut-être une toute petite chose que j'ai oubliée si on a encore un peu de temps. Je constate aussi que souvent, la question LGBT est un peu considérée presque comme une variable d'ajustement par des politiques, par des États, par des gouvernements. Et bon, je connais bien le Gabon, je travaille pas mal au Gabon, et j'ai assisté à ce qui s'est passé là. La société gabonaise est une société extrêmement homophobe, c'est une préoccupation permanente, un petit peu comme au Cameroun, d'autres pays africains, où vraiment il y a une homophobie très exacerbée. L'année dernière, où ça fait déjà un peu plus de temps, tout à coup, une proposition de loi qui passe et qui interdit l'homosexualité. Alors qu'à l'époque, le législateur n'avait pas considéré que c'était important de la condamner. Quelques mois après, mais vraiment quelques mois après, marche arrière parce que la communauté internationale fait pression sur le Gabon et donc pour des raisons de politique interne, à ce moment-là, le Gabon considère qu'il doit absolument revenir sur ses pas, mais il ne présente pas du tout l'initiative comme un retour en arrière, il présente l'initiative comme, regardez, le Gabon, bon élève parmi les Africains ou les pays francophones, décide de retirer de son dispositif législatif la condamnation de l'homosexualité. En fait, elle était là depuis à peine quelques mois et tout à coup, revirement total de situation. Et on voit que ça ne correspond à rien du tout dans la société qui reste une société très homophobe, très compliquée pour les personnes LGBT. Ça ne correspond à rien non plus dans la volonté du gouvernement ou des autorités de travailler ou de ne pas travailler à la promotion des droits des personnes LGBT. C'est simplement une petite variable d'ajustement politique qui sert au niveau international quand on a besoin d'être ou non soutenu par les partenaires occidentaux ou autres, quoi. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui ne doit pas nous échapper et qui est intéressant de remarquer en tout cas. Voilà.
Merci, qui me permet quand même peut-être juste faire une petite remarque. C'est pas pour remettre en question ce que vous dites évidemment, mais peut-être juste quand même. J'imagine que la table ronde qui est toujours sur streaming sur la dépénalisation, on en a peut-être parlé. Peut-être juste aussi qu'on n'oublie pas la responsabilité des pays européens, notamment dans la criminalisation de l'homosexualité un peu dans les pays du monde entier. Donc dans une optique post-coloniale, je pense que c'est vraiment, vraiment important de se rappeler aussi qu'en fait, souvent, ces pays ont commencé à criminaliser l'homosexualité en raison de l'influence des pays européens. Et donc voilà, peut-être que ça, c'est juste un petit rappel, une petite cure de rappel qui fait pas mal. Et puis, un autre aspect... pardon, William, je ne sais pas si vous voulez... Non, désolé, continuez. C'était juste pour rebondir sur un des points, désolé, de Dimitri et Luc ont parlé. Effectivement, on se retrouve dans un système il faut que l'ensemble des acteurs changent leur comportement. On ne peut pas juste extraire le système de justice et s'attendre à ce que le système de justice change son comportement et que ça puisse créer un changement qui dure dans la société et qui a un impact sur le bien-être des membres de la communauté. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand on parle d'autonomisation par le droit, il faut qu'on parle de tous les acteurs de la chaîne pénale du système de justice. Par exemple, si on se retrouve avec une organisation qui reçoit, oui, les services d'un refuge, mais après, il veut avoir accès à la justice et qui se retrouve dans un centre qui offre des services d'aide juridique et d'assistance judiciaire et que le centre n'a pas les compétences et n'a pas l'expertise et n'a pas le comportement adéquat non plus pour pouvoir accompagner adéquatement cette personne-là, qui est insensible à sa réalité aussi, on se retrouve quand même à la case zéro. Et vice-versa, c'est la même chose. Si on se retrouve avec quelqu'un qui a des bons services, qui a un service judiciaire adapté dans un système de justice qui prend sa réalité en considération, mais après, pendant les procédures, il doit aller dans un centre d'accueil et le centre d'accueil le traite de façon discriminatoire, on se retrouve encore à la case zéro. Donc, c'est l'idée de changer par le droit, mais de manière holistique, que tout le monde soit formé parce que le système est aussi fort que son maillon le plus faible. Merci beaucoup. Donc on reçoit en fait toute une série de questions encore. Donc je vous prierai peut-être de faire vraiment des réponses courtes si vous y arrivez, pour qu'on puisse caser dans les 12 dernières minutes vraiment encore un nombre maximum de questions pour décevoir personne si possible. Donc une des questions qu'on avait reçues, c'était, mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, c'est de vraiment comment assurer la protection des personnes LGBTIQ quand les mécanismes eux-mêmes, donc juridiques eux-mêmes, et puis tout ce qui existe sont soit hétéro-cis normés, soit carrément homophobes et transphobes. Donc comment faire justement? C'est une question peut-être un petit peu difficile. Non, mais juste pour dire, je vais répéter encore, on parle d'autonomisation par le droit, c'est vraiment que les gens soient au courant de leurs droits, les bénéficiaires, les membres de la communauté soient informés de leurs droits, mais qu'il y ait aussi qu'ils soient accompagnés pour pouvoir saisir les mécanismes et pouvoir les comprendre, les utiliser. Mais en contrepartie, il faut aussi que les acteurs qui sont impliqués, autant au niveau de la société civile, au niveau que des acteurs de la chaîne pénale et du système judiciaire, et des services sociaux aussi, soient formés, voient leur capacité renforcée pour traiter avec respect. Donc, c'est une réponse qui est un peu comme qui est un peu en l'air pour certaines personnes, mais il faut absolument qu'on mette nos efforts dans les formations, le renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués, mais aussi c'est l'importance du réseau, de trouver les bons acteurs, trouver les bons partenaires, trouver la bonne relève, de mettre l'effort et l'accent sur la relève. Ouais. Merci pour cette réponse. Je pense qu'effectivement, il y a eu des réponses à cette question un peu tout au long de la table ronde. Vous en avez parlé plusieurs fois, enfin, vraiment dans cette alliance ou l'alliage entre justement le droit et d'autres actions de sensibilisation, d'éducation citoyenne, de plaidoyer, etc. Donc effectivement, ça reste quelque chose qu'on doit
envisager sur le plus long terme. Peut-être à partir de cette réflexion-là, nous, on a pas mal échangé là, on a aussi vu justement un peu les nécessités d'échanger. Il y a eu plusieurs questions qui nous sont venues un petit peu par rapport au renforcement potentiel de ces échanges. Donc, une question était de savoir est-ce que ce serait envisageable de créer une fédération africaine des refuges, donc en contact avec peut-être justement le refuge à Cotonou ou à Yaoundé apparemment aussi. Est-ce que voilà, ça c'est une option? Et puis peut-être aussi une autre question, c'était est-ce qu'une fédération francophone des refuges est envisagée ou envisageable? Ok, ben donc pour ce qui nous concerne... Pardon. Bon. En fait, Midnimo, dont j'ai évoqué là tout à l'heure, est une structure qui a créé un réseau afro-européen d'associations LGBTQI. Et donc, il y a une dizaine d'associations membres de ce réseau. Et Luc est aussi un partenaire avec lequel on a des relations depuis pas mal de temps. Et clairement, pour Midnimo, il y a tout à fait lieu de créer cette fédération. Simplement, comme chacun est toujours un peu le nez dans le guidon dans ses propres activités, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire, mais ça fait partie, nous, vraiment, mais nous, Midnimo, donc pas la Fédération européenne ici, ça fait partie des projets, des objectifs des court terme, c'est de créer cette fédération africaine des refuges, et avec, évidemment, avec Luc, avec le Bénin et avec d'autres, on a pas mal de partenaires dans différents pays africains qui souhaitent ça, et donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Peut-être une question en lien avec ça, peut-être plus concrètement pour Luc, c'était de savoir est-ce que vous êtes... Enfin, peut-être que vous pouvez aussi vous prononcer sur la question, et puis l'autre question qui venait en lien avec ça, c'était aussi de savoir est-ce que vous êtes en contact avec justement ces autres refuges? Oui, effectivement, je pense que c'est très important de créer une fédération des refuges. Et comme l'a dit Dimitri, on a déjà commencé par discuter un peu de ça. Mais il faudrait qu'on aille un peu plus vite et pour pouvoir concrétiser les choses. Nous sommes en contact avec d'autres refuges dans la sous-région. Et c'est le moment, plus que jamais, pour qu'on se mette ensemble pour pouvoir partager les expériences. Parce que ce qui se passe, de la manière dont on accompagne les jeunes au niveau du Bénin, ce n'est pas la même manière au Togo, mais quand même, si on arrive à se mettre ensemble, on va partager les expériences pour pouvoir faire bouger les choses. Merci. Est-ce que, outre l'idée de création d'autres fédérations justement pour faciliter cet échange et puis peut-être aussi une action commune, est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous sont venues dans les 80 dernières minutes ou qui vous sont venues il y a déjà bien des années, mais qui permettraient justement de faciliter l'échange et faciliter peut-être aussi le travail, créer des synergies dans le travail que vous faites? Est-ce que... Pas tous en même temps? Mais c'est sûr et certain, il y a une possibilité. Non, mais il y a une possibilité pour la synergie, c'est sûr et certain, mais comme par exemple, Hirondelle Club est un bon exemple d'avoir des volets qui sont plus assistance sociale, projet communautaire et avoir du plaidoyer stratégique. Nous, à notre niveau, et nous, comme j'ai dit, on fonctionne beaucoup avec la subsidiarité. Donc, c'est de trouver les partenaires qui vont nous permettre de mettre en place cette approche globale qui fait partie de l'autonomisation du droit. Donc, on a des organisations en Haïti, on travaille avec Courage et on travaille aussi avec Héritage, mais qui, dans nos projets avec eux, nos partenariats, on a, oui, l'assistance judiciaire et l'aide juridique, mais on a aussi une ligne d'écoute pour la détresse psychologique et l'appui pour le support psychologique avec le service d'un psychologue. Donc, et comme ça crée des réseaux. On est en contact avec ces gens-là, mais c'est sûr et certain qu'il y a une question aussi de coopération sud-sud dans le sud global. Et comme ça, ce serait quelque chose qu'on essaie de travailler et qui serait une opportunité incroyable. Ça serait par exemple de mettre en contact des organisations en Haïti avec des organisations au Bénin, dans le but qu'ils créent eux-mêmes leur réseau. Parce que les connaissances sont extrêmement riches et leurs expériences ne font que renforcer en quelque sorte les capacités de ces organisations-là et faire le partage de connaissances serait incroyable.
Et donc, c'est de créer cette dynamique-là qui a été mise de côté, malheureusement, par notre modèle de coopération internationale. Bon, je ne m'aventurerai pas dans le domaine aujourd'hui, ce n'est pas ma place et ce n'est pas ma responsabilité de le faire, mais il reste quand même qu'il y a de la synergie et de plus en plus de personnes travaillent dans cette direction-là. Je ne sais pas si les deux autres intervenants souhaiteraient ajouter quelque chose par rapport à ça. Bon, au niveau européen, l'idée est vraiment justement la création de cette fédération. Elle est vécue comme une opportunité pour nous de se renforcer mutuellement et à la fois de renforcer notre capacité à aller auprès des institutions européennes, des partenaires européens et puis aussi des institutions internationales en tant que fédération des refuges européens. Donc ça, c'est pour le volet européen. Pour le volet africain, William évoquait tout à l'heure le travail qui pouvait se faire aussi en relation avec la dimension artistique. En fait, si on a choisi de créer le refuge au Burkina, c'est aussi parce que le Burkina accueille le FESPACO, qui est le Festival international du film africain. Et pour nous, c'était hyper important de pouvoir s'appuyer aussi sur un vecteur comme le cinéma, pour pouvoir faire passer toute une série de revendications. Et comme je vous expliquais aussi, il y a un travail à faire sur l'évolution des mentalités. Et on pense que le cinéma est un vecteur extraordinaire. L'idée nous était venue aussi parce qu'il y a maintenant 2-3 ans, j'étais à l'ouverture, à la présentation de la compétition du FESPACO, et il y avait à peu près 1000 films en compétition. Et donc j'avais demandé au ministre en charge de l'audiovisuel et au directeur du FESPACO combien de films abordaient la question LGBT sur les 1000 films qui étaient en compétition. Et il m'avait répondu, il y en a un qui traite de pédophilie et il y en a un qui traite d'inceste. Voilà, ça avait été la réponse. Donc, sur les 1000 films, il y avait ces deux films-là et ils considéraient qu'à travers ces deux questions, la question LGBT était abordée. Donc ça vous donne quand même une idée de l'enjeu et voilà, on pense que c'est super important de se saisir de lieux comme ceux-là. C'est totalement anormal que sur 1000 films en compétition, il n'y ait pas un seul film africain qui traite de la question LGBT. Alors, est-ce que c'est des questions d'autocensure? Est-ce que c'est des questions de censure? Enfin, il y a évidemment plein de raisons, plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais en tout cas, nous, on a décidé à ce moment-là de se dire, OK, on va faire du FESPACO et de Ouaga un lieu pour porter la question LGBT et entrer en relation avec le monde du cinéma, qui est un monde qui forcément... doit aborder ces questions et voilà, un exemple concret. Merci. Merci, c'est vraiment très intéressant ça. Et puis, on aime beaucoup les festivals de films sur les questions de droits humains et puis des droits LGBTIQ aussi. Donc, effectivement, c'est un vecteur très intéressant. On arrive déjà à la fin de cette table ronde et puis on a beaucoup parlé justement de différents espaces plus ou moins francophones, de possibilités d'échange et de collaboration, de créer des alliances et des collaborations et des fédérations. Peut-être une des questions qui ne vient pas de moi, elle vient du public, mais je pense qu'elle se prête bien comme une question finale, est de savoir quel peut être le rôle en fait de l'Égide, donc comme alliance internationale francophone, dans ces échanges, et quel est peut-être aussi le soutien que vous souhaiteriez, ou quels sont peut-être un petit peu, je ne vais pas dire votre liste de courses, mais qu'est-ce que l'Égide peut faire dans cet échange? Je propose que peut-être qu'on commence avec Luc et puis on va vraiment dire peut-être une phrase ou deux phrases par personne et ça va clôturer notre table ronde. Je pense qu'on a encore un petit problème de micro. Décidément. Voilà. Super. Oui. Et je peux favoriser la mise en réseautage entre les refuges, voilà, renforcer aussi nos capacités. Je pense que aussi voilà, faire tout ça, nous aider à mobiliser aussi des fonds, comme elle est de son habitude déjà. Donc voilà.
Merci. Dimitri. Bon, au niveau européen, il n'y a pas que des pays francophones au sein de l'Union européenne, vous le savez. Donc, forcément, travailler avec les pays francophones de l'Union européenne, c'est super. Et donc, tout ce qu'on peut faire avec l'égide, on sera ravis de le faire. Et sinon, de manière plus large, je pense que ce qui pourrait être intéressant, si on pouvait réfléchir ensemble sur ces questions, c'est comment soutenir davantage des petites organisations. Parce qu'en fait, je travaille depuis plus de 15 ans en Afrique et donc j'essaie chaque fois d'aller rencontrer les associations LGBTQI. Souvent, il y en a une ou deux qui ont vraiment pignon sur rue, qui travaillent très très bien, qui savent comment trouver des financements, qui sont bien, qui ont des bons réseaux, etc. Et à côté de ça, il y a des petites initiatives, parfois vraiment très petites, mais qui sont super intéressantes. Et nous, on aimerait bien pouvoir aussi soutenir celles et ceux qui ne sont pas forcément dans les réseaux et très visibles et très forte ou très au fait de la manière dont on peut trouver des soutiens financiers ou autres. Peut-être avoir un regard sur ce type de structures-là qui sont aussi super intéressantes. Voilà. Merci pour cette proposition concrète. William, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. Vous avez hoché de la tête, donc c'est aussi possible de juste dire que vous êtes d'accord. Mais je crois qu'on pourrait ajouter, là, ça c'est, je parle à titre personnel, mais je crois que c'est vraiment important, même dans nos projets chez nous et chez nos partenaires, c'est accompagner la relève. C'est donner un espace, des outils, des possibilités et permettre à la relève d'aller de l'avant avec des initiatives, de faire du renforcement de capacité, mais qu'il soit question des jeunes barreaux, des jeunes avocats, mais aussi des jeunes activistes, des étudiants, d'offrir à ces gens une plateforme ainsi qu'un espace de partage de connaissances, mais aussi de renforcement de leurs capacités. Miser sur la relève. C'est sûr que, bon, j'ai l'impression de prêcher un peu pour la paroisse, étant donné que, disons que je n'ai pas vu je ne suis que quelques années de poussière sur cette planète, mais il reste quand même que la relève, elle est extrêmement importante. Et je crois que Égide pourrait jouer un rôle essentiel à ce niveau-là. Merci beaucoup pour cette haute proposition aussi. Donc, on a reçu pas mal de propositions concrètes pour la suite. En tout cas, ce qui me reste à dire pour ma part, c'est que j'ai trouvé ça très, très intéressant d'échanger avec vous. Moi, je travaille sur les droits des personnes LGBTIQ en Suisse, mais c'est vrai que c'était très, très intéressant pour moi de voir ce que vous faites dans d'autres pays. Et puis j'espère que justement cette table ronde, c'est juste le début d'un échange, qu'on pourra le maintenir par la suite à travers différentes structures, différentes plateformes, entre autres Égide. Et puis je me réjouis déjà de vous en parler lors d'une autre conférence ou d'une autre occasion qui se tiendra